Dominio, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Patrick Clairvoy, médecin psychiatre et l'auteur du livre Frères d'armes, paru aux éditions Odile Jacob. Alors que les actualités continuent de nous confronter à des images et des récits de conflits armés à travers le monde, nous sommes souvent submergés par les visions de violence et de destruction. Toutefois, à l'ombre des reportages sur les combats et les stratégies militaires, se cachent des récits moins visibles, mais tout aussi réels. Ceux d'humanité, de persévérance et de solidarité. Frères d'armes nous entraînent au cœur de ces histoires où le courage et la vulnérabilité s'entrelacent, où chaque opération se transforme en une quête de signification profonde. Aujourd'hui, alors que les yeux du monde se tournent vers l'Ukraine, Gaza et le Proche-Orient, nous invitons Patrick Clairvoy à faire un parallèle entre ses expériences passées en Centrafrique, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan et les situations actuelles. Son livre nous offre une perspective unique sur le quotidien de ceux qui se trouvent sur le terrain, apportant une dimension humaine et introspective qui va au-delà du récit habituel de guerre. En ces temps où l'actualité peut sembler répéter les erreurs du passé, Patrick Clairvoy nous ouvre les portes de son expérience vécue, nous offrant ainsi une boussole émotionnelle pour naviguer dans les complexités des conflits d'aujourd'hui. Afin de mieux comprendre comment penser l'homme face à la guerre et l'adversité, nous recevons Patrick Clairvoy, médecin psychiatre et professeur agrégé du Val-de-Grâce. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Vérité ou mensonge, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps et Le hasard enchanté, tous parus aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Patrick Clairvoy, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Oui, merci de votre invitation. Alors, Patrick, dans votre livre, vous décrivez vos premiers pas en Centrafrique. Qu'est-ce que ces premières expériences ont changé dans votre perception du rôle de médecin militaire ? Alors, par rapport à l'introduction que vous avez donnée, d'abord, je suis une génération qui est née avec une menace de guerre, mais une guerre qui était de plus en plus lointaine. J'ai donné ma date de naissance, 1958. Donc la France était depuis longtemps en paix, dans sa phase de reconstruction. La volonté politique sécurisait la France du sanctuaire nucléaire. J'avais un père qui était pilote de chasse et pilote de bombardier Mirage 4. Donc je savais que la guerre pouvait exister, mais j'avais aussi la représentation enfant qu'elle était loin et qu'elle resterait loin. Et donc, quand je suis parti en Centrafrique, pour moi, je vivais Bob Moran, Jules Verne, c'était vraiment pour moi de l'aventure et je ne m'attendais absolument pas à ce que ce fût convoqué dans un combat avec le feu, les bombes, les explosions, tout ce que vous voulez. Et de ce côté-là, la Centrafrique a réalisé pour moi l'expérience d'un rêve. D'abord, ce continent, c'est le berceau de l'humanité. Et comme je me suis aussi beaucoup intéressé à l'évolution humaine, etc., chaque fois, par exemple, que je survolais le sol d'hélicoptère, puisque j'ai fait pas mal de missions héliportées, je regardais cette terre avec les traces des pas humains, en me disant que ces pas humains avaient aussi suivi des traces des animaux pour aller de point d'eau en point d'eau, par exemple. Et je me suis dit, depuis des millénaires, l'homme vit sur cette terre, s'y développe, et s'y développe en paix. Et s'il y a une notion très importante pour moi, c'est que puisse s'installer la paix entre les hommes, la paix entre les peuples, parce que là, vous voyez des paysans cultivés, vous voyez des éleveurs et leurs troupeaux, vous voyez des mères allaiter leurs enfants, vous voyez des groupes d'écoliers qui vont à l'école. Et pour moi, quand je suis arrivé en Centrafrique, je regardais ça, j'observais ça. En fait, la menace, elle était au nord. Si nous étions en Centrafrique, c'est parce qu'il y avait des combats au Tchad entre des forces soutenues par la Libye et les forces régulières tchadiennes. Mais tout ça, c'était loin. Et donc, ma mission en Centrafrique, c'était découvrir ce pays dans la paix. Et je l'ai découvert dans la paix. Alors évidemment, j'ai pu consacrer beaucoup de temps à faire des soins de médecine tropicale auprès des enfants, auprès des femmes.
Et j'ai eu aussi, donc, par ces soins auprès de cette population, contact avec des gens qui étaient autres, voilà, qui vivent autrement. Bien sûr, qui parlent une autre langue, mais qui ont d'autres croyances, peut-être aussi d'autres valeurs. Et une mère et son enfant, ça, c'est universel. C'est-à-dire que vous pouvez aller à n'importe quel endroit dans la planète, une mère et son enfant. J'ai soigné des Indiens d'Amazonie, hein. J'ai soigné en Afghanistan, j'ai soigné au Mali, et dans des camps de réfugiés en ex-Yougoslavie. Mais voilà, par exemple, un tableau d'universalité. La mère donne un soin à son enfant, et vous vous dites, la mission dans laquelle je suis engagé, c'est protéger cette mère, cet enfant et l'avenir de cet enfant. Et pour aller un petit peu plus loin, protéger aussi que cet enfant puisse avoir accès à l'éducation, à la culture, à l'école, etc. En partageant vos observations sur les liens qui se tissent en opération, comment définiriez-vous la fraternité au sein des forces armées ? Alors c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas à retrouver, et surtout, je vais vous dire, j'ai fait ça pendant 40 ans, j'ai quitté l'armée il y a 10 ans, mais cette fraternité, elle me reste. Si j'ai une richesse aujourd'hui à 65 ans, c'est cette fraternité, et ça m'étonne. Et j'allais dire, ce livre, et je remercie mon éditrice, Odile Jacob, d'avoir accepté ce titre, Frères d'armes, parce qu'aujourd'hui, cette expérience, elle est lointaine, j'ai plein de souvenirs, mais en même temps, cette fraternité, j'ai des personnels que j'ai connus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et qui ont gardé le souvenir de ce que nous avons fait ensemble. Et vivre dans un monde où, quelque part, quelqu'un se souvient du travail que j'ai fait avec lui, c'est une chaleur affective que l'on peut convoquer à n'importe quel moment, et je sais que si j'ai un souci, je peux appeler l'un d'eux. Il viendra m'aider, et je le sais aussi parce que ça c'est mon métier de médecin qui le fait. Quand l'un d'entre eux m'appelle, il sait qu'il va retrouver auprès de moi quelqu'un qui va l'aider. Je raconte juste une anecdote, mais qui a de la valeur à mes yeux. Un jour, je reçois à la garde de mon hôpital un homme qui se présente, c'est un vétéran de la guerre d'Indochine. C'est un rescapé de la bataille de Dien Bien Phu et de la déportation qui a suivi. Je le soigne. Et ça a duré longtemps. À l'époque, on ne calculait pas trop les journées d'hospitalisation. Et donc, son hospitalisation a duré 9 mois. C'est long. Et je l'ai aidé, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il était très très mal, probablement très suicidaire. Et il a repris sa vie 9 mois après. Une vie un peu différente, mais il a repris sa vie. 15 ans après, je ne suis plus à Paris, mais je suis à Toulon. Je vois apparaître dans la liste des consultants de l'après-midi, je vois exactement une personne qui a le même prénom et le même nom. Waouh! Cette personne venait du Mans, Le Mans. Et dans mon cœur, je dis, ça serait sympa que ce soit lui, quoi. Et puis, je vois mes consultants un par un, puis je sors avec ma liste et j'appelle dans la salle d'attente, Monsieur Untel. Je vois quelqu'un se lever avec angoisse. Je reconnais son visage, bien évidemment. Qui me regarde dans les yeux, qui fait « Mon nom vous dit peut-être quelque chose ». Je sentais de l'angoisse. Je lui dis « Suivez-moi » et s'assoit. Et là, cette consultation a été l'inverse de ce qu'elle est habituellement. C'est moi qui ai parlé. Parce que cet homme venait voir si je me souvenais de tout ce qu'il m'avait raconté. Il se trouve que j'ai une très bonne mémoire, mais que j'avais une mémoire particulière de ce dossier-là parce que j'avais beaucoup investi de mon temps et de mon attention à cette personne. Et j'ai vu en quelques minutes son visage s'apaiser et s'illuminer d'un sourire. Mais oui, voilà. Et cet homme, je n'ai pas combattu avec lui, c'est clair. Mais quelque part, une fraternité s'était installée et il venait juste vérifier si 15 ans après, je n'avais pas oublié. Et voyez, la force de ce récit et de toutes ces histoires que j'ai mises dans ce livre, c'est la fraternité qui me reste avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées, et quelle a été ma récompense, par exemple, quand je soigne une mère et son enfant, quelle a été ma récompense quand j'ai pris en charge un blessé, c'est dans ses yeux une gratitude avec quelque part, je le sais, je n'oublierai jamais ce que ce jour-là tu as fait pour moi. Dans votre livre, vous partagez des moments poignants de camaraderie et d'humanité au milieu des conflits. Face à la récente tragédie à Gaza où des humanitaires ont été tués par une frappe de l'armée israélienne, comment percevez-vous l'impact de telles erreurs sur le moral et la cohésion des équipes humanitaires et militaires opérant dans des zones similaires ? Alors évidemment, la première réaction, c'est une réaction de rage. J'allais dire de colère. Bon sang!
des gens qui viennent pour aider, et des gens qui ne sont plus là. Et enfin, moi qui suis médecin, je vois ce qu'il y a derrière. C'est des camarades éprouvés, alors en colère. C'est des familles endeuillées là-bas aussi. C'est des enfants orphelins. Enfin, je perçois immédiatement la densité de douleur que cet événement va mettre dans le monde. Alors, je vais reprendre un autre exemple, qui est le mien, qui est dans ce livre, Frères d'armes. En Afghanistan, les forces françaises avaient fait, pour un village, une installation, on avait installé des containers frigorifiques. Quel était le principe? Nous allons aider cette population rurale à pouvoir conserver les denrées qu'ils produisent, fruits et légumes, de façon à pouvoir les vendre et en gros permettre à ce petit endroit de développer une économie de paix en remplacement de l'économie de guerre et de survie dans laquelle ils étaient. Donc on met à leur disposition des containers frigorifiques et donc on convoque à ce moment-là ce qu'on appelle une choura, c'est-à-dire une assemblée des sages et des anciens. On le fait avec l'armée afghane et les militaires français sont là pour donner un peu le bon emploi, on donne les clés, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est la France qui offre à la population afghane, que parallèlement on soigne, etc. Et ce sont les forces spéciales françaises qui sécurisent le site, c'est-à-dire qui vont dès le matin, qui vérifient qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas de mine. Et donc on sécurise autant les dignitaires afghans que les militaires français qui livrent ça. Et puis la choura se termine, ça s'est bien passé. Enfin, les forces spéciales étaient là dès 5 heures du matin. La choura se déroule, on va dire, de 10 heures à 11 heures. Et tout d'un coup, les forces spéciales, voilà comment elles me racontent les faits. Tout d'un coup, hop, il n'y a plus personne. Le vide. Ils savaient qu'il y avait un attentat, ils ne nous ont pas prévenus. Et le temps de se rendre compte, boum, 5 morts. Alors, je passe dans les détails, je raconte un peu plus dans le livre l'épreuve qu'a été cet attentat de Joybar. Mais il se trouve qu'après, moi, je rencontre les personnels qui ont une colère. On leur apporte du bien. Et pourquoi, par exemple, cette trahison, ce sentiment de trahison? Et pourtant, cette colère, il faut l'avaler. Ce sale boulot de faire la guerre, d'être là, faut le faire aussi. Alors j'allais dire, il est toujours facile de simplifier la situation et on est toujours tenté de le faire. Alors je vais raconter une autre anecdote, mais je vais tout de suite revenir sur le détail de mon problème. Tout militaire en opération doit se repérer où est le bien, où est le mal. Je combats le mal, et pour combattre le mal, j'essaie ensuite d'installer le bien. Voilà, les missions d'interposition, de maintien de la paix, de sécurisation des populations civiles, les casques bleus, etc., etc. Et en même temps, il y a là-dedans quelque chose qu'il faut assumer, c'est l'erreur. C'est l'erreur de tir, l'erreur de frappe, c'est ce qu'on appelle les tirs amis, etc. C'est les civils qui meurent dans des combats qui ne devraient pas les concerner. Malheureusement, Gaza, c'est une ville. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les combats les plus difficiles sont des combats urbains. Et l'expérience américaine en Irak avait montré que quand le terroriste est dans une ville, la seule façon de combattre le terrorisme, écoutez-moi bien, c'est terrible ce que je vais vous dire, c'est le bulldozer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez sorti le terroriste ou fait fuir d'un immeuble, cet immeuble, il faut le raser. Et donc, Gaza est déjà, et sera encore plus, un champ de ruines par rapport à ce que c'était. Et là-dedans, vous avez une population qui est affamée, qui est mal soignée, qui n'a pas accès aux soins. Et comment, demain, l'Assemblée des Nations, les Nations Unies, l'ONU, mais même, j'allais dire l'Assemblée des Nations au sens de la conscience que nous avons tous d'être une seule et même unité humaine sur ce globe perdu au milieu de l'espace, enfin, comment allons-nous raisonner sur qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les fautes qui ont été commises, quelles sont les responsabilités et quelles sont les leçons. En tous les cas, aujourd'hui, nous n'avons pas la leçon de tout ça, et je l'attends avec hâte parce qu'il nous faut une leçon d'humanité pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en temps de guerre. Et pourtant, il y a des règles en temps de guerre déjà. Pardonnez-moi, je vais être odieux, mais toute personne a dans sa tête, les règles sont là pour être transgressées. Bon, écoutez, on sort d'ici, on regarde qui traverse hors des passages cloutés, etc. Mais en temps de guerre, j'allais dire, les règles sont là pour être respectées. Il faut pouvoir sanctionner ceux qui ne les ont pas respectées. La Deuxième Guerre mondiale, à mon sens, c'est la seule fois où on a su traiter
des criminels de guerre, que ce soit les criminels de guerre nazis et les criminels de guerre japonais. Et ça nous a servi de leçon. Les droits de l'homme et la nouvelle déclaration des droits de l'homme est née de ça, de Nuremberg, du procès des criminels nazis. Est-ce que après la guerre en Ukraine, et surtout est-ce qu'après la guerre à Gaza, on saura édicter des lois? En même temps, mon regard est le suivant, qui est quand même un regard désenchanté. La paix, c'est un état transitoire, et vous savez, pour paraphraser Dr Nock qui disait « La santé est un état précaire qui ne prédit rien de bon », c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie sur la médecine. Mais j'allais dire, la paix est un état transitoire qui ne présage rien de bon. C'est-à-dire que la paix, c'est un effort de guerre permanent pour maintenir cette paix. Voilà. Et que la paix, c'est aussi parfois l'engagement des armes, comme les casques bleus peuvent devoir le faire, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire en Palestine où, depuis la nuit des temps, est dessiné un conflit entre Ismaël et Israël? Vous lisez la Bible, des choses écrites il y a 6000 ans. Enfin, moi j'imagine, mais en tout cas, il y a plusieurs milliers d'années. Qui raconte qu'un homme, le père de tous les hommes, Abraham, a un enfant avec sa servante qui s'appelle Ismaël. Et puis, il va voir un enfant avec sa femme, il chasse la servante. Et si on lit bien les textes, la façon dont il la chasse, c'est dans un désert où elle ne peut pas survivre avec Ismaël. Et des descendants de l'enfant qu'il a avec sa femme, Abraham, va venir Israël. Et vous avez aujourd'hui 2 peuples. Et là, vous êtes intrigué. Dans un texte, il y a 6000 ans, est déjà écrit une rivalité fraternelle entre 2 peuples. Et vous vous dites aujourd'hui, donc on est en 2024, on ne peut pas s'entendre avec tout ce que l'on arrive à penser, à réfléchir, tous ces religieux, tous ces philosophes, toutes ces personnes qui nous montrent un exemple. Enfin, je veux dire Mandela, par exemple. Mandela qui a sorti son pays d'un état de guerre entre 2 populations, l'apartheid, qu'il a sorti et qui crée quand même une unité. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas parfait. Mais l'Afrique du Sud est un pays en paix qui se développe, voilà. Il y a une violence quand même, là-bas. Mais donc, comment aujourd'hui faire la paix en Israël? Alors, il y a quelque chose qui joue là-dedans, on s'éloigne un peu de mon livre, mais enfin c'est vous qui m'y avez entraîné, c'est à qui appartiennent les lieux saints. J'ai eu la chance d'aller à Jérusalem. J'ai eu la chance de ressentir une ferveur que vous avez et que partagent mais tous les peuples. Absolument. C'est-à-dire que le tombeau d'Abraham, il est à 30 mètres du mur des Lamentations, qui lui-même est à quelques centaines de mètres du Golgotha, où le Christ a vécu sa passion. Enfin, waouh! Alors, les Israéliens vont m'en vouloir, mais pourquoi pas faire de Jérusalem une ville universelle? Alors, on ne peut pas en faire la capitale de l'État hébreu, de l'État d'Israël. Mais, et quelque part, j'ai trouvé dommage que je n'ai pas eu accès au tombeau d'Abraham. J'aurais voulu honorer l'islam, de pouvoir moi-même rentrer dans ce lieu-là. Mais je n'y avais pas droit. Bref. En tous les cas, pour revenir un peu à votre question, c'est tout militaire sur un théâtre d'opération a besoin de repérer le bien et le mal, d'être manichéen. Où sont les mauvais? Où sont les bons? Et quelque part, la réalité, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des gens. Et quelque part, il faut utiliser les méthodes des mauvais pour pouvoir faire le bien. Je raconte une anecdote de guerre, mais qui est, quand on est malicieux, parfois on arrive à des résultats beaucoup plus rapidement. C'est un casque bleu qui me l'a raconté, je ne vais pas donner plus de détails pour qu'on ne l'identifie pas. Mais donc, il est patron d'un groupe de déminage. En gros, son boulot, c'est quoi? C'est déminer des routes pour que les convois humanitaires puissent passer en ex-Yougoslavie. Et il s'aperçoit, donc il sait faire son métier, il démine, tac, tac, tac. Et il s'aperçoit que toutes les nuits, quelqu'un vient reminer la route. Et c'est toujours les camions d'un même camp qui explosent. Les autres camions savent faire des détours, ça veut dire qu'il s'aperçoit qu'il y a un camp qui, nuitamment, vient miner la route et met un petit signal que seuls connaissent un camp, de façon à ce qu'il contourne
la mine, tandis que les autres, boum, viennent faire exploser leur véhicule. Très bien, ils veulent ce jeu, on va jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe la nuit qui mine et où ils minent, et quand ils s'en vont, nuitamment lui aussi, il prend le petit signal, tac, 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 et il le déplace. Et ayant déplacé le signal, eh bien, celui qui a miné est victime de son propre piège, et à la fin, ne piège plus la route. Voilà, et ça, c'est des malices de guerre, si je puis dire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Bon, en tout cas, le résultat, il n'y a plus de mine. Donc, voilà. Et quelque part, il faut accepter de ne plus avoir une vision manichéenne, et dans l'obscurité, les Américains ont un terme pour ça, ils emploient « blue on blue ». Voilà, c'est-à-dire que indistinction de la menace. En Afghanistan, une femme, avec sa burqa, c'est peut-être un terroriste avec sa ceinture d'explosifs qui vient franchir, par exemple, l'entrée de l'hôpital pour se faire exploser dans l'hôpital. Et donc, il faut accepter une menace qui est invisible, ubiquitaire et qu'on ne sait pas distinguer. Les guerres modernes, vous ne savez pas qui est votre ennemi et vous devez vous protéger. Du coup, à partir de vos observations, quelles leçons peut-on tirer pour améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aide humanitaire dans les environnements aussi périlleux? Alors, on ne peut pas, parce que l'humanitaire, et c'est tout l'hommage qu'on peut leur rendre, il va là où sont les gens en souffrance. Parce que c'est facile de dire, écoutez, venez, nous avons un camp de réfugiés, il est là, il est en sécurité. Alors c'est bien, il faut les faire, ces camps de réfugiés. Mais quelque part, sur les zones de guerre, qui va les aider, ceux qui sont là? Les enfants et les familles qui sont captives. À Sarajevo, par exemple, Sarajevo assiégé par les Serbes, à l'époque, qui pilonnaient la ville. Et les tireurs d'élite qui venaient de Tchétchénie, là, qui tiraient sur la population bosniaque. Mais en même temps, ils tiraient sur la population bosniaque, mais aussi sur les Serbes qui étaient restés. Il y a des aspects fratricides dans les guerres, faut pas l'oublier. Et après tout, ça me renvoie aussi à mon histoire de Ismaël et Israël. Toute guerre est fratricide. Et que la seule réponse que l'on puisse avoir face à ça, c'est exprimer une fraternité. Donc, les humanitaires, ce sont des gens qui partent avec, c'est pas frères d'armes, mais c'est frères de guerre, si je puis dire. Et ça veut dire, je vais aller aider mon frère et ma sœur là où ils sont en souffrance et en difficulté. Après, il y a un risque qu'ils assument. Je ne sais pas aujourd'hui, je sais que Médecins sans frontières a des structures. Il y a un Belge qui s'appelle Birins de Hans qui a développé des soins spécifiques pour les humanitaires quand ils reviennent, parce que beaucoup sont complètement déracinés, déboussolés. Et il disait, on voit des gens qui, après un certain nombre de missions humanitaires, d'une mission humanitaire à l'autre, quand ils rentrent, ils n'ont plus de sécurité sociale, ils n'ont plus de logement, ils ont juste leur pièce d'identité. T'as quoi comme métier? Tu vis où? Et ils sont complètement désinsérés et déracinés. Et les humanitaires, un peu, faut les regarder comme des anciens combattants qui ont besoin aussi d'aide. Maintenant, les humanitaires sur le terrain, à part un gilet pare-balles et inscrit un casque où il y a une belle croix rouge, ça reste des cibles potentielles. Et on peut estimer que la frappe qui les a tués là, à Gaza, c'est une erreur, mais je peux vous dire aussi que quand vous avez une croix rouge sur votre ambulance, vous êtes la cible des terroristes. Vous êtes le véhicule prioritaire, puisque donc si on détruit l'ambulance, on affaiblit psychologiquement la force que venaient soutenir les médecins. Donc, c'est clair aussi que le médecin, qu'il soit humanitaire ou qu'il soit militaire, c'est une figure surexposée du champ de bataille. Dans votre livre, vous utilisez le terme Wali pour désigner certaines femmes en Centrafrique. Alors, quelle dynamique sociale et émotionnelle se joue entre ces femmes et les soldats en mission? Et comment cette expérience a-t-elle influencé votre approche de l'humanité dans les zones de conflit? Alors, Wali, en sango, la langue centrafricaine, c'est la femme. Mais je découvre très vite que Wali, dans le langage des militaires qui étaient en Centrafrique à cette époque-là, cette époque est révolue maintenant, je vous raconte, et je suis pour quelque chose dans le fait qu'elle soit révolue. Wali, c'était le nom donné à ce que légalement on appelait des hôtesses, très clairement des femmes
qui se prostituaient dans le camp. Alors, là encore, le manichéisme. Que dire de la prostitution dans les camps militaires? Quelque part, la prostitution bien réglée, c'est des femmes qui sont protégées, qui ne sont pas agressées, qui ont une juste rémunération des services qu'elles offrent, et ont protégé les femmes et les militaires des maladies vénériennes, notamment la syphilis, et venait de surgir à l'époque le sida qui décimait la population centrafricaine. Et je découvrais des femmes, pour la plupart qui n'étaient pas d'origine centrafricaine, beaucoup étaient tchadiennes, d'autres venaient de République du Congo. Et ces femmes, j'observais, c'était des femmes aussi qui étaient très déracinées, très désocialisées. Et s'il n'y avait pas l'armée, elles auraient été très vite rejetées, voire agressées, rançonnées par d'autres forces à côté du camp. Alors ces femmes, elles avaient aussi des enfants qu'on soignait, et j'ai eu, je vais le dire, une forme de pitié pour elles parce que beaucoup étaient alcooliques, c'est-à-dire que grâce à l'argent qu'elles gagnaient, elles achetaient de l'alcool et elles s'alcoolisaient. J'ai vu l'une d'entre elles boire du whisky comme vous buvez de l'eau. Voilà, bon, je raconte dans le livre comment j'observais un peu cette désocialisation, mais au final, est-ce que la lutte contre le sida et la syphilis justifiait qu'on maintienne ce système? Il y a eu une réflexion et la réponse a été non. Et donc, ce système a été fermé. Et j'ai toujours, dans mon dossier, la petite note écrite par l'une d'entre elles qui me reproche d'avoir été à l'origine de la fermeture pour raisons sanitaires de ce dispositif d'accueil des hôtesses sur le camp de Boire. J'assume. Je comprends leur détresse et leur misère. En même temps, il ne m'apparaissait pas justifié que l'on maintienne un système d'un autre âge, d'un autre temps, qui fonctionnait avec d'autres valeurs que celles d'aujourd'hui. Alors, votre rencontre avec Liliana, qui a travaillé comme traductrice pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés durant le siège de Sarajevo, soulève des points poignants sur les répercussions de la guerre sur les civils. Alors, en vous basant sur son témoignage, pourriez-vous nous partager les enseignements que vous avez tirés sur la résilience des pacifistes en temps de conflit et comment ces expériences personnelles peuvent-elles enrichir et orienter les stratégies des opérations humanitaires et des efforts de paix au niveau international? Alors, je me suis efforcé dans ce livre de ne pas donner de nom pour qu'on n'identifie pas les gens. Mais Liliana, j'ai donné son nom. Parce que j'ai regardé aujourd'hui sur Internet et aujourd'hui, elle a des missions ministérielles de prise en charge, alors de l'enfance, de la famille, des réfugiés, je ne sais plus très bien. Mais donc, Liliana a pu redémarrer dans l'existence après l'anéantissement total de ce qu'était sa vie et sa famille dans l'enfer de Sarajevo de 1995 à 98. Liliana, à l'époque, avait trouvé un emploi comme traductrice pour les casques bleus, et donc c'est elle qui avait dit, alors, la complicité de l'ex-Yougoslavie, impossible de pratiquer le manichéisme avec des bons et des mauvais, comme je vous l'ai raconté avec les histoires des mines. Voilà. Et vous avez la relation d'autant plus complexe qu'il n'y a pas 2 camps qui s'opposent, 3 camps. Les Bosniaques, les Serbes, les Croates, que j'avais distingués à travers 3 religions, les catholiques, les orthodoxes et les musulmans, à travers 2 écritures, l'écriture arabe, 3 écritures, l'écriture arabe, l'écriture cyrillique, l'écriture latine. Enfin, pour vous donner un exemple, on va dans un camp de réfugiés. Ce jour-là, Liliana n'était pas avec nous. Et c'est une autre interprète qui vient. Et cette haute interprète, à un moment donné, demande si on veut du café. Et alors, selon que vous dites kawa, kava, kafa, vous identifiez, vous aidez votre interlocuteur à identifier si vous êtes croate, bosniaque ou serbe. Et ce jour-là, ils avaient identifié qu'on était bosniaque, que l'interprète était bosniaque, et on a eu 3 fois moins de consultants. Voilà. Et quand c'était Liliana, je peux vous dire que la consultation, à un moment donné, elle a commencé à 10h, nous on avait des sandwichs, eux ils n'avaient rien à manger, et elle s'est prolongée jusqu'à 17h. On a mangé nos sandwichs de midi à 17h, et on a attendu de quitter le camp pour pas avoir l'audace de leur montrer qu'on mangeait alors qu'eux ne mangeaient pas.
Et donc, c'est Liliana qui nous accompagnait pendant ces consultations. Il se tisse un lien, puisque l'interprète, c'est quand même le lien verbal avec toute une population. Et j'ai fait des consultations dans lesquelles, tout d'un coup, je parlais avec le patient. Je parlais en anglais. Le patient me parlait en serbo-croate. C'était Liliana qui traduisait, mais elle avait une telle efficience que j'avais l'impression que j'étais seul avec cette personne. Et ça, Liliana l'avait bien capté. Et après ce séjour prolongé où tous les 15 jours, je travaillais tout le week-end avec Liliana, je fais une dernière mission avec Liliana, on se dit au revoir. Et elle nous dit, il faudra que vous reveniez parce que nous sommes tous fous. Et je quitte quelqu'un avec qui j'ai tissé un lien d'intense fraternité, voilà, là encore. Et la seule chose que je peux lui dire, écoutez Liliana, la seule chose que je peux continuer à faire pour vous, c'est témoigner en France de ce que je vois et de ce que j'ai vu ici. Et donc, je fais ce qu'on appelle dans notre jargon des publications médicales. J'ai publié des éditoriaux dans des journaux de médecine, mais quelque part, le souvenir de Liliana me manquait. Je suis très heureux, j'ai vu sur Internet que elle avait aujourd'hui c'était un haut responsable dans l'administration de son pays. C'est une femme qui prêchait la paix, voilà, qui prêchait la famille, qui a vécu beaucoup d'épreuves qu'elle nous racontait. On l'a soutenue pendant ces épreuves, elle a notamment perdu sa mère. Elle a son fils qui avait fait une très grave leucémie aussi pendant que nous étions là-bas. Et son fils a survécu, heureusement, d'une maladie de Hodgkin. Enfin, et j'ai vu le courage. Et je peux vous dire que le courage, on peut toujours dire qu'on le voit dans l'œil d'un soldat qui va au combat. Mais des fois, le courage, c'est aussi dans le regard d'une femme qui se bat au quotidien pour sa communauté. Et Liliana était admirable. Je ne peux pas dire plus et mieux. Voilà. Je suis entré dans la carrière avec des illusions. Sans celles-ci, je n'aurais pas fait grand-chose. Les illusions ont leur utilité. Au fil de mes pérégrinations, une illusion est tombée. Le pacifisme n'est pas pour ce monde. Les guerres traînent partout. Il y a aussi un paradoxe. Les guerres font surgir du bien. Face au chaos, les hommes tissent des liens. Ils répondent à la détresse par un comportement que je place au-dessus de tous les autres. La fraternité. J'ai observé les soldats à l'ouvrage, des jeunes et des anciens, les uns animés par la fougue de leur jeunesse, d'autres à l'enfance esquintée qui se reconstruisaient dans l'armée après avoir été abîmés par la vie. Même parmi eux, j'ai observé des élans de dévouement lorsque les épreuves les mettaient face à des personnes en détresse. Le patriotisme est une expression de cette solidarité. J'ai vu des jeunes d'origine africaine, asiatique ou maghrébine, de cultures et de religions différentes, croire aux mêmes valeurs, s'exposer aux mêmes dangers et s'unir sous une même bannière pour porter assistance à leurs frères d'armes. Cet inépuisable dévouement m'inspire une profonde affection et un attachement. Le souvenir de leur personnalité me touche encore et me console. Je considère comme un privilège d'avoir partagé avec eux ces moments particuliers, ceux de ce livre. Merci d'avoir choisi ce passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? J'ai la même émotion que vous, en ce moment. Et c'est ça que je veux partager. Voilà, c'est de l'émotion. Et je témoigne pour que tous ceux qui lisent ce livre aient l'idée que derrière chaque combattant, chaque victime civile d'une guerre, il y a un être humain qui nous appelle et on peut répondre à cet appel et apporter de l'aide. En tous les cas, de l'espérance. Alors, dans votre livre, vous abordez les défis psychologiques et moraux auxquels vous avez été confrontés. Comment avez-vous géré ces aspects au fil des missions ? C'est très difficile de gérer l'émotion. Alors, pour moi, ma très grande chance, c'est que j'ai un métier. Et que donc je reviens d'une émotion, allez hop, je reprends mes consultations, mon travail, et que l'aide que j'apporte au quotidien à mes patients
écarte, éloigne de moi les questions de qu'est-ce que j'ai fait là-bas, que sont-ils devenus, etc., etc. Et puis au final, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'offrent de l'espérance. Ça veut dire, mon Dieu, mais dans ce monde qui parfois est si moche, si triste, vous parlez de Gaza, voilà, de la guerre en Ukraine. En même temps, il y a l'idée que dans chacun des êtres qui sont confrontés, il y a une espérance, il y a une attente, il y a un espoir. Il y a des mères avec leurs enfants, il y a des pères qui veulent protéger leurs fils. Et finalement, la communauté humaine, elle est possible. Elle se réalise tous les jours. Alors évidemment, il y a des forces qui la détruisent. Et j'ai l'illusion que ces forces, on les enlèvera pas du jour au lendemain de cette planète. Mais voyez, y compris à travers les émissions que vous faites, à travers peut-être le témoignage que mon frère vous a apporté quand il est venu ici, nous sommes une petite communauté humaine isolée dans l'espace. On est responsable de nous-mêmes, on est seul. Je ne connais pas d'autres terres, quoique disent Elon Musk qui disent qu'on va aller sur d'autres planètes. Je crois très peu à la capacité physiologique de reproduire les conditions de notre vie sur d'autres planètes. Il peut y avoir d'autres formes de vie. En tous les cas, la nôtre, on ne la transformera pas. Hein. Voilà. Et donc, peut-être qu'avec la conscience que nous sommes seuls et que nous sommes ensemble, ce que j'ai vu à l'échelle des toutes petites équipes médicales et militaires que nous avons fait sur le terrain, si on a l'idée que l'humanité, c'est une toute petite équipe dans cet espace, peut-être plus facilement pourrons-nous conduire et construire la paix entre nous. J'y crois en tout cas. En tous les cas, cette force, même si la paix universelle n'est pas pour demain, nous avons à la construire aujourd'hui. Voilà, ensemble. Alors, je précise juste que votre frère est Jean-François Clairvoy, spationaute, qui s'est rendu 3 fois dans l'espace et que nous avions reçu sur Blue Mignon pour parler de son livre et de son expérience spatiale. Alors, Patrick Clairvoy, le retour à la vie civile est souvent un défi pour les militaires. Quelles sont les clés, selon vous, pour réussir cette transition ? Je vais vous dire, c'est une illusion. Il n'y a pas de transition. Voyez, vous êtes à Paris, vous circulez. Mais vous regardez les rues, il y a eu des guerres dans ces rues, il y a eu Paris sous l'occupation, etc. Vous avez plein de monuments qui le rappellent, il y a eu des attentats. Nous vivons avec la perspective que rien ne peut arriver. Chaque fois qu'il y a eu un attentat, c'est un effet de surprise. Moi, je crois que la guerre est partout. Et vous voyez, quand je dis que la paix est possible, c'est que même si je crois que la guerre est partout, foncièrement. Mais voyez, aujourd'hui, dans votre espace, ici, nous sommes en paix. Je vais sortir tout à l'heure dans la rue. Nous serons en paix. Et cette paix, elle se construit aussi parce que nous avons toute une série de forces de la nation qui essayent de la construire, de la maintenir autour de nous. On est très râleurs, surtout nous les Français, et peut-être encore plus les Parisiens. Voilà. Mais alors que la guerre peut être partout, si aujourd'hui nous passons le moment présent en paix, c'est parce que des personnes veillent sur nous, des personnes aussi dans le passé ont sacrifié leur vie pour que ce pays soit libre et qu'on ne soit pas menacé dès qu'on sort. On n'est pas en Russie, on peut parler librement. Moi, j'ai parlé très librement devant ce micro et je pense que vous avez été très très libre de me poser des questions. Et donc voilà, la paix, c'est aussi la volonté que nous avons de faire l'effort nécessaire pour qu'il y ait cette paix. Et cet effort, s'il est militaire, on le fait. Quelle mission a le plus influencé votre vision du monde et pourquoi ? Je ne vais pas dire influencer ma vision du monde, toutes les missions, hein, moi, je veux dire, quand j'ai vu l'Afrique, quand je suis là en Guyane et que j'ai rencontré les Amérindiens, vous savez, quand vous êtes avec les Pygmées et que vous vous dites, il y a 5000 ans, ils vivaient de la même manière. Quand vous êtes avec des Amérindiens et que vous vous dites, il y a 5000 ans, l'humanité c'était ça. Il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans. Donc j'ai appris aussi d'observer ces gens-là. La mission la plus éprouvante, c'était l'Afghanistan. Les morts et les blessés, le sang, les cris, la trahison, comme je vous l'ai expliqué. Le côté aujourd'hui qui apparaît vain quand je pense que Donald Trump a redonné l'Afghanistan
aux talibans pour lesquels autant d'Américains sont morts et d'autres vivent aujourd'hui mutilés, etc., etc. Qu'il faut comprendre, c'est que la paix que nous avons aujourd'hui en Europe ne peut pas être la même dans les vallées d'Afghanistan. Et si ça se trouve, la paix que nous avons en Europe ne peut pas être la même à Gaza. Quelles sont les solutions? Je ne les connais pas. En tous les cas, on n'obtient jamais la paix quand on écrase un peuple. Au contraire, on crée les germes du conflit de demain. Malheureusement, c'est probablement ce qui se produit en ce moment à Gaza. À mettre une énergie folle à détruire un ennemi, on ne réalise pas qu'on nourrit cet ennemi, qu'on nourrit la haine, qu'on nourrit la guerre, et que le pacifisme, c'est aussi accepter le prix des attentats. Quand il y a eu les attentats au Bataclan, on n'a pas déclaré la guerre à tous les musulmans de France. Dieu soit loué. D'ailleurs, je rappelle que les attentats ont fait en majorité, notamment ceux de Nice, je pense à ceux de Nice, la très forte proportion de musulmans morts dans l'attentat de Nice. Et je connais suffisamment l'islam et la population française musulmane pour savoir qu'elle ne souhaite pas du tout le terrorisme que l'on voit. Et quelque part, ce qui se passe à Gaza, c'est toute une jeunesse palestinienne qui aura soif de vengeance. Quand j'étais en Bosnie, j'assistais à des offices religieux où j'entendais ces mères qui disaient à leurs enfants « Vengez vos pères, vengez vos frères. » Non, non. Mon Dieu, les Gandhi, les Mandela, il faudrait réécouter leurs leçons, faire revivre leurs témoignages. Comment créer un espace dans lequel on puisse cohabiter en paix? Je ne demande pas aux gens de s'embrasser, de vivre dans l'amour fraternel, mais cohabiter en paix. Voilà. Quand je suis allé en Israël, je me sentais en sécurité. Voilà. Est-ce que je pourrais me sentir en sécurité aujourd'hui? Je ne sais pas. Au-delà du champ de bataille, quels sont les livres ou les penseurs qui ont façonné votre compréhension de l'humain dans l'adversité? Alors, écoutez, j'ai été très touché par des ouvrages qui ont témoigné de la Première Guerre mondiale, notamment Henri Barbusse, Sous le feu, le livre des martyrs de Duhamel. Et bon, dans mes aventures, quand j'étais jeune étudiant en médecine à Santé Navale, j'avais lu J'étais médecin à Dien Bien Phu du docteur Grosjean. J'avais lu Toubib des tropiques de La Pessoni. Et finalement, je me suis dit, moi aussi, peut-être vais-je laisser un livre qui pourrait inspirer des jeunes et les inviter à faire médecine et pourquoi pas un temps dans l'armée pour découvrir le monde et essayer d'apporter ce que la devise de Santé Navale, l'école où j'ai été formé, Mari transmemare huminibus semper prodesse, pardonnez-moi pour mon latin, c'est sur mer et au-delà des mers, partout au service de l'homme, quel qu'il soit. Et quand j'étais en Afghanistan avec l'équipe médicale, on a soigné des mères, des enfants, probablement des talibans, mais on prodiguait à tous les blessés des mêmes soins, sans compter, sans calculer. Voilà, j'ai été inspiré aussi par exemple, je l'avais mis dans un livre précédent que vous avez présenté aussi, Le hasard enchanté, Teilhard de Chardin, oui, qui racontait justement comment, de façon très surprenante, dans le ciel de la Première Guerre mondiale et des champs de ruines de Verdun, il voyait émerger un nouveau monde, un monde de fraternité. Et ben moi aussi, j'espère que dans toutes ces histoires d'Afghanistan, de Mali, d'ex-Yougoslavie, il y ait aussi l'espérance d'un monde de fraternité, auquel je crois beaucoup. Quels sont les éléments d'espérance que vous voyez aujourd'hui et qui peuvent inspirer? À la fois le témoignage et l'écoute, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui dans cette table. Je vous raconte une histoire et en même temps, cette histoire, vous l'accueillez, vous l'écoutez, vous l'intégrez à votre champ de connaissances et vous le diffusez via Blooming You et votre réseau et les podcasts que vous faites. Et quelque part, tant qu'il y aura dans le monde des gens qui disent « j'ai envie de t'écouter » et d'écouter quelqu'un qui dit « j'ai quelque chose à dire », eh bien, tant qu'il y a cet espace où je t'écoute et moi, je te parle, eh bien, c'est un espace qui donne à espérer des communautés humaines, de se construire ensemble et surtout de faire des choses ensemble.
L'idée, c'est qu'est-ce que je laisse sur cette planète? Eh bien, je laisse... Qu'est-ce que vous allez laisser, vous, Blooming You, ou vous, un Baldadol, hein? Vous laissez un espace où des tas de gens ont pu parler, communiquer, faire découvrir des choses qui ont de la valeur, qui ont du sens. Tous ceux qui auront écouté ce podcast continueront leur vie avec un petit peu plus d'espérance, de compréhension de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'apporter quelque chose aux autres. Voilà. Donc c'est finalement quand même la raison d'être, c'est une espérance. Vous savez, je suis psychiatre et ma thèse de médecine, c'était sur un psychiatre qui s'appelait Henry Hay, et j'avais eu la lettre que Henry Hay avait écrite en 1944. Il accompagnait des forces qui allaient libérer la poche de Royan, et c'était la veille d'une offensive où il allait s'exposer, et peut-être que cette lettre, c'était un peu une lettre testament pour lui. Et il a écrit dans cette lettre, il a écrit cette phrase, je vous demande de l'écouter très attentivement. « L'optimisme et la raison se confondent. » C'est un psychiatre qui écrit ça. Ça veut dire que l'optimisme, l'espérance, et la raison, la façon dont fonctionne mon psychisme, se confondent. Ça veut dire que si je veux que mon appareil psychique soit efficient, fonctionne, il faut que je me projette dans un lendemain de paix, de fraternité et de coexistence, de travail en équipe. Voilà, si quelqu'un m'a inspiré, c'est peut-être aussi Henry Hay et cette phrase « l'optimisme et la raison se confondent ». Eh bien, merci Patrick Clairvoy. Je vous en prie, merci de votre invitation. Alors que nous concluons notre voyage à travers les pages de Frères d'Armes et les récits édifiants de Patrick Clairvoy, nous sommes rappelés à la capacité remarquable de l'esprit humain à trouver la lumière dans les ténèbres les plus denses. Les conflits et les guerres, bien que souvent entachés de tragédie, sont également des catalyseurs pour des actes de bravoure, de compassion et de camaraderie. Dans un monde qui semble parfois tourner en boucle, répétant les erreurs du passé, Frères d'Armes est un rappel poignant que chaque histoire de conflit est aussi une histoire de vie. Chaque soldat, chaque civil, chaque personne affectée par la guerre porte en elle une histoire qui mérite d'être entendue. Ces récits, tissés de courage et de vulnérabilité, nous enseignent que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir persiste, l'amitié s'épanouit et la résilience humaine triomphe. Merci à Patrick Clairvoy d'avoir partagé son parcours avec nous et à vous tous, chers auditeurs, pour avoir accompagné cette exploration. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.